Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement, ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Si on regarde la France et son positionnement, on a une recherche scientifique excellente. On est très bien positionné mondialement. Et on est aussi un des premiers pays à avoir cette longue histoire de l'économie sociale et solidaire. Et donc, le croisement des deux, cette recherche et innovation responsable, on devrait être un des pays pionniers à le porter, à investir dedans, évidemment, mais surtout à le porter comme une voie d'avenir, en fait, et à venir proposer un projet autour de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, on manque cruellement de projets inspirants, d'espoir, en fait. Et si, à côté de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, une troisième voie s'ouvrait ? Une voie pour la recherche et l'innovation responsable. Très tôt dans sa carrière et aux prises avec un de ses premiers projets professionnels, Mélanie Marcel, ingénieure en neurosciences, a cette conviction, la science doit intégrer la question du pourquoi. Elle doit dès le début intégrer les grands enjeux sociaux et environnementaux. À défaut de trouver la structure pour effectuer sa thèse en lien avec ses valeurs, Mélanie décide de monter sa start-up. Ce sera SoScience, une espèce de laboratoire pour mettre en contact les chercheurs avec le milieu de l'impact social et des entrepreneurs sociaux, une façon de lancer des ponts et de mettre en œuvre ce rapprochement grâce à des programmes très concrets. Au tout début, Mélanie s'en souvient, son discours n'était même pas compris. Personne ne voyait où elle voulait en venir. C'était il y a à peine 5 ans. Heureusement, aujourd'hui, les choses ont évolué, les acteurs ont envie de bouger et savent qu'ils sont obligés de bouger, poussés par l'ampleur de ces enjeux sociaux et environnementaux. La start-up, elle, poursuit son chemin depuis 2014. Elle a formé 250 chercheurs à l'impact social et fait émerger une quarantaine de projets. SoScience a également raflé plusieurs prix internationaux, autant de reconnaissance du travail effectué sans relâche et de la pertinence de son projet innovant dans le milieu de la science. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités qui nous montrent un chemin, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez commenter ce podcast, le partager, cela m'aide, cela m'encourage, et le noter 5 étoiles s'il vous a plu. Impact Positif, épisode 14, Andiamo. Mélanie Marcel, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir sur Impact Positif. Vous êtes une scientifique, ingénieure spécialisée dans la physique des ondes et les neurosciences. Vous avez fondé une start-up il y a 5 ans qui s'appelle SoScience. Et avec SoScience, vous avez voulu explorer une autre voie, celle de la recherche et de l'innovation responsable. On va revenir en détail sur ce que c'est exactement, les fondamentaux de SoScience et votre combat. Vous avez écrit un livre aussi chez Diathéno, Science et Impact Social vers une innovation responsable. Et vous êtes également devenu récemment Ashoka Fellow. Vous avez rejoint cette communauté mondiale d'entrepreneurs sociaux, remarquée pour votre impact et pour le modèle derrière SoScience, réplicable et viable. Mais tout d'abord, Mélanie, venons-en au tout début. Vous avez eu l'idée de créer SoScience après une expérience professionnelle au Japon. Vous travaillez alors sur le rapport entre machine et cerveau. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, j'ai un peu une prise de conscience au Japon parce qu'effectivement, le sujet de mes recherches là-bas, c'est ce qu'on appelle les interactions machine-cerveau. Et les interactions machine-cerveau, c'est très simplement comment est-ce qu'on peut faire communiquer un ordinateur avec les neurones qu'il y a dans votre cerveau. Et moi, de façon très précise, je designais les électrodes qu'on peut implémenter dans votre cerveau. Et je faisais vraiment du design d'électrodes sur ça pour que ça puisse fonctionner. Et c'est une technologie qui peut être utilisé de différentes manières. Et moi, dans mon imaginaire, en fait, j'avais très envie de la voir s'appliquer pour des personnes, par exemple, on peut imaginer qui ont perdu leur membre, donc par exemple un bras, et qui vont avoir à la place un bras robotique directement connecté au cerveau, et donc ils vont pouvoir contrôler finalement par la pensée. Il se trouve qu'en fait, je travaillais au Japon dans une entreprise de télécommunications, et lors d'une discussion, qui était une discussion par ailleurs sans enjeu, et qui a eu lieu au coin d'un
un couloir, enfin voilà, une mission tout à fait normale, avec mon supérieur hiérarchique, je me suis rendu compte que l'idée et la raison pour laquelle cette entreprise investissait dans ses recherches, c'était plutôt de se dire peut-être que dans 20 ou 30 ans, le futur de la télécommunication passera par des devices, en fait, des sortes de puces qui seront finalement directement connectées au cerveau. Et si le futur du téléphone portable, c'est ça, il faut à minima qu'on soit au courant de ces technologies et qu'on soit les premiers sur le marché si ça se développe. Et donc là, pour moi, dans ce projet, c'est une vraie remise en question de mon rôle en tant qu'ingénieur, en tant qu'ingénieur-chercheur sur ces thématiques-là, et surtout sur le fait que, au-delà de la technique en elle-même et de cette application en particulier, moi je me pose la question et je me dis, mais en fait, est-ce que j'étais sérieuse quand je me suis engagée dans ces recherches-là sur le pourquoi je faisais ce que je faisais? Oui. C'est-à-dire que vous ne vous étiez pas posé la question du pourquoi, et finalement vous avez compris subitement à la suite de cette discussion. En fait, ce qui m'a passionnée et ce qui passionne énormément les chercheurs, c'est le challenge scientifique, déjà. C'est la soif de connaissance, la soif de savoir, et puis c'est des très très beaux projets. Et en fait, on ne se demande pas forcément très précisément et de façon très intentionnelle comment sont utilisées les recherches, par qui les finance, pourquoi est-ce qu'elles sont financées. Et en fait, il y a tout un système autour de la recherche qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intentionnel que ce que ne sait le chercheur au début, en fait. Vous voulez dire qu'il ignore une partie ? C'est même pas forcément de l'ignorance. Déjà, ça se découvre petit à petit parce que, en fait, on connaît pas son métier dès qu'on rentre à l'intérieur. C'est des choses qu'on découvre petit à petit. Mais au-delà même d'ignorer, c'est surtout que la question se pose pas forcément. Oui. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Moi, j'étais passionnée par le sujet de recherche. Je suis allée là où je pouvais travailler ce sujet de recherche. En général, les travaux, est-ce qu'ils sont souvent déconnectés des enjeux sociaux ou de l'humain en général ? Alors, c'est une question intéressante. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale, son but, c'est d'augmenter la connaissance de l'humanité en général, sans avoir une idée précise d'une application. Ça peut être, par exemple, faire des recherches sur le début de l'univers, donc le Big Bang, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on est vraiment dans la recherche fondamentale. Et puis, il y a la recherche appliquée qui, elle, est très liée, on va dire, au vrai monde et à la vraie vie, au quotidien, en fait, et qui va pouvoir se transformer, en fait, en produits très, très classiques. Donc, par exemple, c'est en fait des projets pratiquement industriels. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment pensé d'un point de vue plutôt économique. C'est-à-dire que si j'ai des travaux de recherche que je vais valoriser dans des produits, en fait, la question qui va être posée, c'est est-ce que c'est un produit autour duquel je peux créer une entreprise et que je peux vendre et c'est assez classique et normal de voir les choses se présenter de cette manière parce qu'en fait, l'indicateur économique, la vente, c'est quelque chose de très facile à mesurer. Mais on n'a pas une vraie réflexion et un vrai système autour de comment est-ce que les résultats de la recherche peuvent être valorisés d'un point de vue social et environnemental. Et en fait, est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder que la création d'un produit et que la création finalement d'une entreprise ou d'une valeur économique. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que la question de la valorisation, elle doit se penser non seulement en termes économiques, il ne s'agit pas de jeter ça à la poubelle, mais aussi en termes sociaux et environnementaux. Alors j'imagine que c'est un discours aujourd'hui qui doit beaucoup parler, ça, on va y venir plus tard d'ailleurs, mais revenons-en donc au début. Vous voulez changer les choses, vous voulez mettre un coup de pied dans la fourmilière et surtout vous essayez de répondre donc, à cette question, comment la recherche scientifique, l'innovation technique peut répondre à des problématiques de société, à des enjeux sociaux, environnementaux. Vous fondez SoScience. Au départ, vous avez été vu un peu comme une ovni, comme quelqu'un d'un peu particulier Alors, ce qui était assez... Vous avez renoncé d'ailleurs à faire votre thèse, parce qu'on n'avait pas trouvé de laboratoire qui... Oui, en effet. Au début, l'idée, c'était... Donc, quand je suis rentrée du Japon, disons que le plan qui était tracé et que ce que je voulais faire au début, c'était de faire une thèse, effectivement, et puis de devenir chercheuse. Il se trouve qu'il y a eu la création de SoScience qui a posé beaucoup de questions et avec ma cofondatrice Héloïse Matula, finalement on a toutes les deux décidé de ne pas faire de thèse et de faire SoScience à temps plein parce qu'on n'a pas réussi vraiment à trouver
Le laboratoire ou le projet qui combinerait nos valeurs avec cette application, enfin cette forme de recherche et en même temps ce qu'on voulait faire dans le monde de la recherche. Et pourquoi ? Parce que ça ne convainquait pas à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, culturellement, ça n'existait pas pratiquement. C'est pas pensé de cette manière-là. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé Socience en se disant, mais il y a vraiment quelque chose de culturel à changer. Et donc, c'est aussi pour ça que quand on a lancé Socience, en fait, on était très peu comprises. Parce que dès qu'on parlait de science et d'impact social dans la même phrase, ce qui était compris par les acteurs, c'est qu'on faisait des sciences sociales, donc des sciences humaines et sociales. Et en fait, c'était vraiment pas ce sur quoi travaillait Socience, parce que Socience, c'est plutôt des sciences naturelles, donc ce qui va être de la physique, de la chimie, de la biologie, donc les technologies émergentes, biotechnologie, robotique, etc., mais appliquées à des enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, on n'est pas dans les sciences humaines et sociales. Et en fait, ça, finalement, c'était un discours qui était très difficile à porter parce qu'il n'avait jamais été porté et que du coup, il n'était pas compris. Et aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup changé. Oui. Et en fait, ce qu'on porte aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus entendable et puis c'est plus compréhensible aussi parce que ça commence à rejoint vraiment aussi les porter. préoccupations des citoyens. Absolument. Alors du coup, vous commencez comment ? Vous commencez par nouer des partenariats avec des laboratoires publics ? C'est bien cela ? Alors au tout début, c'était vraiment de la mise en relation pratiquement de personne à personne, parce que ce qu'on faisait vraiment au tout début, c'était de faire des connexions entre des chercheurs et des entrepreneurs sociaux qui avaient des besoins de recherche. Et donc en fait, le constat un peu qu'on avait fait, c'était de dire le monde de la science et de la recherche scientifique n'est pas en lien et ne travaille pas avec le monde de l'impact social et les entrepreneurs sociaux, disons, classiques. Et donc et pourtant il y a des besoins. Et donc nous, on faisait ce lien-là entre des chercheurs qui avaient des recherches pertinentes pour un entrepreneur social qui avait besoin de recherche pour développer son produit, et donc cet entrepreneur social-là. Et donc c'était vraiment de personne à personne. Petit à petit, on a commencé à monter à un niveau plus institutionnel et effectivement à faire des partenariats avec des laboratoires de recherche, avec des instituts de recherche, dont l'IRD notamment, l'Institut de recherche pour le développement, qui est un de nos grands partenaires et un de nos premiers partenaires. Et puis, on a aussi commencé à travailler à un niveau plus important avec des industriels. Les grands groupes. Des grands groupes. Il y a en fait 65% du budget de la recherche française qui est dépensé par les grands groupes. Donc, si on veut s'attaquer à la question de la recherche scientifique, il faut aussi aller voir ce qui se passe là. Et donc, aujourd'hui, on travaille vraiment avec toute la chaîne d'innovation parce que c'est à la fois les instituts de recherche, les grands groupes, mais aussi les politiques publiques comme la Commission européenne, les fonds de financement de la recherche comme l'ADEME. Et donc, on est vraiment sur toute la chaîne d'innovation. Et qu'est-ce qui est ressorti de ces collaborations, notamment avec les laboratoires publics ou encore avec des grands groupes ? Quels sont les projets finalement qui ont abouti ? Alors ça, c'est assez intéressant. Déjà, ce qui ressort, la première chose qui est assez forte et qui est assez intéressante, c'est quelque part un changement, alors de culture, oui, mais aussi d'écosystèmes avec lesquels ils vont travailler. Donc, par exemple, c'est un peu ce que je disais au début, le monde de la recherche est aujourd'hui assez coupé du monde socio-économique, ça c'est assez su, mais très coupé aussi du monde de l'impact social. Et donc, une des choses qui ressort, c'est de pouvoir faire ce lien entre des entrepreneurs sociaux et des chercheurs. Et donc, par exemple, nous, on a une entreprise sociale qui s'appelle Reverdir, qui est basée en Tunisie, qui, dans un de nos programmes, a rencontré un chercheur de l'IRD, justement, l'Institut de recherche pour le développement. Et ils ont décidé de monter un projet ensemble. Ils se sont très bien entendus. Ils ont commencé à collaborer ensemble. Et aujourd'hui, Reverdir a même signé une convention avec l'IRD pour pouvoir travailler et avoir des locaux au sein de l'IRD. Et donc un rapprochement quand même très fort entre la recherche et l'entrepreneuriat social. Donc c'est ce genre de choses qui émergent en fait des programmes qu'on peut monter. Et au niveau des grands groupes, si vous deviez citer un exemple d'un grand groupe qui travaille avec vous et qui a fait aboutir aussi un projet ? Alors avec les grands groupes, c'est très intéressant parce que ce qu'on montre en général, alors là c'est toute une approche aussi, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il faut penser l'impact du grand groupe, et des industriels en général, non pas dans une approche de réduction des impacts négatifs,
qui est beaucoup ce qui est fait aujourd'hui. Quand on est un grand groupe et qu'on pense ses impacts, on va vouloir réduire la consommation d'eau, réduire la consommation d'énergie, générer moins de déchets, etc. Donc on est vraiment dans une réduction de l'impact négatif. Nous, ce qu'on dit, c'est est-ce que vous ne pouvez pas penser plutôt votre cœur de métier comme un moyen de créer de l'impact positif, et donc que votre existence même et vos produits répondent à des enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, ce que font les entrepreneurs sociaux depuis des années. Exactement. C'est comment s'inspirer finalement de ce que font les entrepreneurs sociaux dans son propre cœur de métier d'industriel. Et alors, nous, on essaye vraiment de les ouvrir sur des opportunités qu'ils ne regardent pas d'habitude. Donc, par exemple, dans le milieu automobile, quand on est un constructeur de voitures, on va regarder la pollution qu'on génère. Ça va être un des grands enjeux qu'on regarde. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut regarder, c'est une évidence. Mais il y a plein d'enjeux socio-environnementaux qu'on ne regarde pas. Et donc, il y a plein d'opportunités à côté desquelles on passe. Et on a pu montrer à un constructeur automobile qu'en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, il y a 30% de l'ensemble des denrées alimentaires qui sont perdues parce qu'il n'y a pas un véhicule utilitaire réfrigéré low cost qui pourrait être vendu en fait, aux fermiers. Et en fait, ça, c'est une opportunité qui n'est jamais regardée. On se trouve face à une industrie qui pourrait lancer en fait un produit qui est dans son cœur de métier, l'utilitaire, qu'il pourrait vendre à ce nouveau marché et qui en fait répond à un enjeu de sécurité alimentaire. Et évidemment, c'est une problématique qu'ils n'avaient jamais regardée parce que pour eux, ça sort complètement de leur cadre. Et donc c'est aussi ce travail-là qu'on fait avec les industriels, c'est d'aller chercher des opportunités cœur de métier qui demandent de la R&D très souvent, donc de la recherche et développement et de l'innovation, mais qui répondent à des enjeux de société par un vrai apport directement positif. Donc vous apportez des idées et vous apportez les études de marché finalement. Alors effectivement, il y a une notion d'innovation, d'idées, d'ouverture, de possibilités. Parfois aussi, on nous demande de l'aide même sur les process et la gouvernance et les critères en fait de sélection, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en industrie, en entreprise, tous les projets doivent être validés et passent des grilles de critères, etc. Aujourd'hui, justement parce qu'on a un focus sur l'impact économique, il y a beaucoup de bonnes idées qui ne passent pas forcément les grilles parce qu'il n'y a pas encore dans les grilles de critères qui sont utilisées l'impact social et l'impact environnemental justement positif. Et donc ça ne figure pas dans les grilles. Alors, en termes positifs, pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'il y a parfois... mais encore, c'est pas chez tout le monde. Ce qu'on a parfois, c'est des critères en fait de développement durable. Donc, par exemple, est-ce que le produit est éco-conçu ? Des choses comme ça. Mais de se dire, est-ce que le produit répond à un enjeu de société, social ou environnemental ? Ça n'est aujourd'hui pas intégré dans ce genre de grille. Et donc, nous, on va venir travailler avec les équipes innovation et les équipes recherche et développement pour pouvoir intégrer ça. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le travail avec Socience, c'est un travail qui est quand même très en profondeur parce qu'il change les produits, en fait. Et donc, on est beaucoup dans cette optique-là de dire c'est par votre cœur de métier et votre produit que vous devez répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Alors, vous organisez aussi des événements de Future Of avec toujours cette idée de mélanger les cercles, les réseaux, les faire tous réfléchir ensemble. On peut aussi citer votre campagne Science for Good, où vous avez mis en avant 5 entrepreneurs sociaux scientifiques. Si vous deviez d'ailleurs parler d'une de ces initiatives, ce serait laquelle ? Vous avez des candidats, vous avez, je pense, plusieurs dizaines de candidatures. Ah oui, on a eu plus de 100 candidatures, donc sur Science for Good. Alors ça, c'est Science for Good, effectivement, c'est la mise en avant, pour nous, d'acteurs qui sont émergents, nouveaux, qu'on appelle effectivement les entrepreneurs sociaux-scientifiques. Si on regarde le secteur c'est vous qui avez inventé le terme d'ailleurs, parce qu'entrepreneurs sociaux, on sait que c'est Bill Drayton, c'est Ashoka qui l'a inventé, et vous, entrepreneurs sociaux-scientifiques, c'est vous, ça, ou ça existait déjà ? Alors il faut rendre à Ashoka ce qui est à Ashoka, dans le sens où en fait, on a utilisé... Alors en français, c'est certainement nous, entrepreneurs sociaux-scientifiques, mais ça émerge tout de même d'une conversation que j'ai eue avec Bill Carter, qui est un autre cofondateur d'Ashoka, et qui nous a dit, et c'est quelque chose qu'on a vu aussi, c'est pour ça qu'on en parlait ensemble, on voit apparaître quelque chose de nouveau, et lui, il appelait ça les social seapreneurs. Donc en anglais, en fait, pratiquement les entrepreneurs sociaux scientifiques. Et c'est effectivement une tendance nouvelle. Si on regarde le secteur de l'économie sociale et solidaire, et puis l'entrepreneuriat social plus largement, il y a eu beaucoup de projets qui se sont montés dans les services.
historiquement. Et en fait, on voit vraiment émerger aujourd'hui des projets qui sont différents, qui sont basés plus sur justement de la recherche, de la technique, de l'innovation, et qui vont plutôt devenir des projets finalement qui peuvent être industriels, ou en tout cas des projets plus dans le dur, avec des hardware, etc. Et donc, nous, ce qu'on voit apparaître, ces fameux entrepreneurs socio-scientifiques, ça va être des personnes qui font de la robotique pour aider les enfants autistes, ou des drones pour faire de la reforestation, de la biotechnologie pour lutter contre le braconnage. Donc en fait, on est toujours au croisement d'une technologie un peu dure, d'une technologie émergente, de recherche scientifique assez poussée, et puis d'un enjeu social ou environnemental auquel il va falloir répondre. Et ça, bon, vous dites, c'est relativement nouveau, c'est ce que vous observez ces toutes dernières années. Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu de retard sur l'économie, finalement, sur les personnes qui sont sorties d'école de commerce depuis 5-6 ans et qui ont eu envie de créer des startups sociales, qui ont envie de... voilà, là, je parle de la France, mais aux États-Unis, c'était peut-être aussi encore un peu avant. Donc vous avez eu un peu de retard, vous, dans les sciences, finalement, par rapport à cette quête de sens qu'on remarque dans les écoles de commerce, dans les entrepreneurs, les porteurs de projets? Alors, c'est une bonne question, parce qu'on l'a longtemps vu comme ça. En fait, quand on a commencé SoSciences, on voyait émerger tout ce qui se passait en école de commerce sur la question de l'entrepreneuriat social, avec des masters spécialisés en entrepreneuriat social, etc. Et qu'on ne voyait pas du tout en école d'ingénieur. Et finalement, quelque part, c'est peut-être logique, parce que finalement, l'entrepreneuriat social, ça commence par une réflexion économique. C'est comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une économie différente. Et en fait, la question de comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une recherche différente, une innovation différente, une science différente, peut-être qu'elle vient avec un peu de retard, parce que c'est toujours des choses qu'on pense finalement après, entre guillemets. On est beaucoup aujourd'hui dans notre société actuelle, c'est le prisme économique qui apparaît en premier. Et donc finalement, je pense pas que la quête de sens... C'est une suite logique finalement. C'est ça, c'est une suite logique. Ouais. Donc la quête de sens, elle a toujours été là chez tout le monde. Mais par contre, c'est vrai que c'est un développement assez logique de l'entrepreneuriat social en fait. Alors Science for Good, donc votre campagne, 5 entrepreneurs qui ont été distingués. Si vous deviez nous parler d'une initiative, ce serait laquelle, par exemple ? Alors, je peux vous parler, parmi les 5, je peux vous parler, par exemple, de Biodiversity, qui est une entreprise... Alors ça, c'est un profil... On dit souvent qu'il y a plusieurs profils chez SoSciences d'entrepreneurs socio-scientifiques. Il y a les entrepreneurs qui vont devoir monter en compétences sur une question scientifique. Il y a les collaborations vraiment biparties entre chercheurs et puis entrepreneur. Et puis, il y a la figure du chercheur qui devient un entrepreneur social. Et donc, Biodiversity, c'est vraiment la figure du chercheur qui devient un entrepreneur social. C'est Kim Nguyen qui a fait une thèse sur la mortalité des abeilles et en fait, le lien entre certains polluants dans l'environnement et la mortalité des abeilles et pourquoi est-ce qu'elles étaient touchées, comment est-ce qu'elles étaient touchées. Et en fait, à la fin de sa thèse, il s'est tout simplement dit qu'il ne pouvait pas juste avoir créé cette connaissance et en rester là. Il voulait vraiment agir, faire quelque chose. Et donc, il a créé Biodiversity, qui est une entreprise sociale qui en fait utilise les abeilles et les ruches qui vont être implémentées dans différentes zones. Et grâce à la thèse et aux travaux qu'il a menés préalablement, ils arrivent, en récupérant le pollen que les abeilles vont chercher dans cette zone, à savoir quels sont les polluants les plus impactants et puis les plus présents dans la zone en question. Et ils montent ensuite des collaborations avec les collectivités locales et les industriels qui sont basés sur cette zone pour réduire les polluants qui ont en fait été identifiés grâce aux abeilles. Et donc on est vraiment sur un modèle où la recherche scientifique et la compréhension vraiment scientifique qui est à la base de l'entreprise a été nécessaire pour pouvoir monter cette entreprise et les solutions ensuite qui sont développées et qui contribuent à la dépollution de l'environnement et à la restauration des colonies d'abeilles. Et donc du coup, ils travaillent avec les agriculteurs, avec les collectivités publiques ? Alors beaucoup avec les collectivités locales, mais aussi avec les industriels, parce que ce qui va être fait, c'est des collaborations qui vont permettre, une fois qu'on a les informations sur les polluants qui existent dans la zone, d'aller monter des actions spécifiques pour réduire ces polluants-là. Et donc vraiment, c'est vraiment un travail de partenariat avec les acteurs locaux. Les impacts de SoSciences à présent, depuis 2014, vous avez permis l'émergence d'une 40aine de projets
de collaboration, d'innovation et former 250 scientifiques à l'impact social sur des thématiques différentes, l'eau, les déchets, le sol ou encore l'alimentation. Alors, on les a formés effectivement à la collaboration avec des acteurs socio-économiques qui d'habitude ils ne rencontrent pas. Par contre, on ne les forme pas sur les thématiques. En général, ce sont eux les experts des thématiques. C'est ça, parce que quand on dit on les a formés à l'impact social, ça veut dire quoi en fait ? En fait, ça veut dire déjà leur faire connaître ce secteur-là, parce qu'il n'est pas forcément connu. Quand on fait son parcours classique de formation pour devenir chercheur, c'est pas du tout un secteur qu'on est amené à connaître. Le monde de l'impact social, de l'entrepreneuriat social, des associations, des ONG, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a une première phase extrêmement simple, je dirais basique, de savoir que ces acteurs existent. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, ça reste un milieu qui est peu connu du grand public et puis d'un certain nombre de métiers. Et donc, il y a une première chose qui est de savoir qu'en fait, c'est des acteurs économiques qui existent et avec lesquels on peut collaborer. Parce que quand on est chercheur aujourd'hui, la collaboration, très souvent, on la pense avec d'autres chercheurs, ça c'est assez classique, ou de plus en plus avec des grands industriels. Mais se dire qu'on va pouvoir collaborer avec des petits entrepreneurs sociaux, déjà, il faut savoir qu'ils existent pour pouvoir se dire ça. Donc ça, c'est la première chose. Beaucoup de sensibilisation, finalement. Et puis ensuite, il y a tout un espace nécessaire qui est... donc, une fois qu'on sait qu'ils existent, où est-ce qu'on va les chercher ? Qui sont-ils ? Et puis, pourquoi est-ce que finalement, la collaboration avec ces acteurs-là peut être différente ? Donc le fait que c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes langages. Et en fait, ce qu'on va pouvoir montrer ou ce qui va être abordé lors de nos formations avec les chercheurs, c'est de les mettre au contact de ces populations-là, d'entrepreneurs sociaux, et de leur faire comprendre leurs enjeux respectifs. C'est pas les mêmes temporalités, c'est pas les mêmes enjeux, et donc en fait tout ça c'est des choses qu'il faut appréhender pour pouvoir mettre en place une collaboration de façon sereine en fait. Parce que quand on regarde les chiffres, il y a moins de 1% des projets de recherche qui sont menés en collaboration avec des acteurs de la société civile. Donc, effectivement, il y a encore un peu de travail à faire. Finalement, c'est un peu votre fierté. Vous avez réussi à décloisonner des mondes, ceux de la recherche, puis la société civile, et qui évoluent en général plutôt à l'écart. C'est ce que vous nous dites en tout cas. Qui évoluent en tout cas en parallèle. Et avec très peu de ponts. Et effectivement, le chiffre que vous avez donné est révélateur. Moins de 1% des projets de recherche en collaboration. Et donc nous, c'est sur ça qu'on veut travailler et qu'on veut porter. C'est pour nous, il faut qu'il y ait beaucoup plus de collaboration recherche-société en fait, science-société. Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes une pionnière finalement dans l'exploration de cette troisième voie de recherche ? En tout cas, c'est comme ça qu'on nous a parfois appelés. Et c'est vrai qu'on est un des premiers acteurs. Et en fait, c'est une question qu'il faut se poser parce que ça semble quelque part évident. La recherche au service de la société, en mots, en phrases, personne ne va être contre ça. Et en général, on ne se bat pas sur le contenu, sur le concept même. Mais par contre, il y a tout un système à structurer autour de ça. Il suffit pas de le vouloir, il faut aussi le mettre en œuvre. Et donc sur ça, on a vraiment été pionniers. Et donc par exemple, les programmes The Future of de collaboration, on est une des seules organisations à proposer un programme très structuré qui permet à la fin de ce programme d'avoir des collaborations sciences-société qui se montent et qui aboutissent. Aujourd'hui, vous avez 5 employés. L'idée, c'est de devenir de plus en plus gros. Alors, de plus en plus gros jusqu'à un certain point. La manière dont on voit Socience, c'est vraiment comme un laboratoire qui doit créer des solutions sur cette question de la recherche et de l'innovation responsable. Donc, typiquement, le programme The Future of, c'est un programme qui fonctionne, c'est un outil qui fonctionne pour créer des collaborations sciences-société. La vision de ce genre de programme, il faudrait en faire beaucoup plus. Il faudrait augmenter le nombre de programmes The Future of énormément. Mais ce n'est pas Socience qui va tous pouvoir les réaliser. Oui, c'est ça. Il faudrait que ça naisse aussi dans les universités, peut-être dans les écoles. Exactement. Et donc la vision de Socience, c'est d'avoir une petite équipe qui reste petite, de taille raisonnable, mais qu'on puisse former d'autres acteurs, et justement des acteurs de la valorisation économique, qui ça est un secteur très structuré, former ces acteurs-là
à mettre en place des outils qui fonctionnent, qu'on a développés, qu'on a essayés, qui fonctionnent, et donc les former à les utiliser et à les déployer plus largement. Et à terme, une très bonne nouvelle pour Socience, ce serait qu'on ne fasse plus les programmes The Future of parce qu'ils sont déjà complètement faits par d'autres acteurs, et qu'on aille s'attaquer à d'autres questions bloquantes et qu'on aille débloquer en fait les sujets un par un. Parce que vous en avez déjà identifié un certain nombre. Oui. Il y a notamment la question du financement qui est très compliquée. Comment est-ce qu'on finance des collaborations chercheurs, entrepreneurs sociaux ? C'est toute une histoire. Vous avez aussi un modèle économique qui fonctionne. Vous êtes rémunéré sur vos prestations avec les labos, avec les grands groupes, etc. Et c'est sans doute aussi ce que Ashoka a dû apprécier en vous sélectionnant. Vous avez d'ailleurs rejoint Station F, où ils ont un village. Mais donc, vous n'êtes pas entrepreneur social au sens strict du terme. Vous n'avez pas le label économie sociale et solidaire. Ce n'est plus un problème, ça, aujourd'hui. Alors, on n'a pas ce label, et c'est la question de est-ce un problème ou pas ne s'est jamais posée. C'est-à-dire que effectivement, on n'a pas ce label. Nous, donc, on est une entreprise très classique, on est une SARL. Et tout ce effectivement, notre existence est basée sur nos prestations. Donc, et alors, c'est intéressant, je pense que ce qui a beaucoup plu à Ashoka, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est tout ce qu'on fait doit répondre à notre mission, et tout ce qu'on fait doit être rémunéré. Et donc, c'est vraiment lié dans notre modèle. On est payé pour répondre à notre mission. En fait, c'est vraiment le fondement aussi de l'entrepreneuriat social, quelque part. Tout à fait. Et par contre, la question du label ne s'est jamais posée. Est-ce qu'elle ne s'est pas posée parce qu'on travaille vraiment dans le milieu de la recherche et de l'innovation, et que du coup, ce type de label, en fait, pour les raisons qu'on vient d'aborder, n'apporte rien, en fait, parce que c'est très peu connu. Ou est-ce qu'elle ne s'est pas posée parce que, en fait, tout simplement, quand on monte des actions, et tant que le problème ne se pose pas, on ne se pose pas la question, en fait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas... qu'on n'a pas abordé. Creusé. Non. Mais en tout cas, ça n'a absolument pas posé de problème. Station F, donc vous êtes incubé là-bas. Qu'est-ce que vous allez y faire, et surtout, qu'est-ce que vous y voyez autour de vous à Station F ? Alors, effectivement, on a nos locaux là-bas depuis donc on maintenant. rappelle que c'est le plus grand campus de start-up au monde. Absolument. Depuis maintenant quelques mois, 4 mois, je crois. Et alors, c'est assez intéressant pour nous d'être là-bas parce que justement, c'est un lieu qui a été vraiment présenté comme le lieu de l'innovation par excellence. Effectivement, un des plus grands campus de start-up au monde. Et donc, pour nous, c'est très intéressant d'être là parce qu'on est au contact de la technique et de l'innovation qui est en train de se faire, qui est en train d'émerger. Et c'est précisément cet écosystème qui nous intéresse lorsqu'on pose des questions finalement assez fondamentales, assez philosophiques et éthiques, de à quoi sert l'innovation, à quoi on l'utilise aujourd'hui. Est-ce qu'on fait de l'innovation gadget, ou est-ce qu'on fait de l'innovation qui sert l'humanité ou pas ? Et ça, ces questionnements, vous les retrouvez à Station F ? Alors, pas sous cette forme. En fait, nous, on se les pose. Nous, on se les pose, et on est un acteur intéressant de l'écosystème, et c'est intéressant pour nous d'être dans l'écosystème. Et donc, en fait, ce qu'on aimerait beaucoup faire, ça fait seulement 4 mois qu'on est sur place, mais on a réfléchi avec Ashoka notamment à se dire, est-ce que ce serait pas intéressant de justement faire des ateliers ou des workshops avec les startups qui sont à Station F pour aller se poser ces questions-là, pour aller creuser ces questions-là. Parce qu'on est sur des startups... finalement, la question se pose vraiment, et je pense que vous l'avez vu, et la société civile, d'une manière générale, l'a vu. Il y a le fameux CES qui a lieu tous les ans. Et l'année dernière, je crois cette année encore, il y a eu énormément de critiques sur comment se fait-il que ce haut lieu en fait, de l'innovation nous sorte tellement d'innovations, gadgets qui ne servent à rien, alors qu'en parallèle... on voit monter des enjeux sociaux et environnementaux de plus en plus prégnants, et finalement, il y a un fossé entre ces deux mondes, et il faut essayer de le réduire. Et donc pour nous, c'est très intéressant d'être à Station F parce que on a envie d'aller apporter ces questions-là à cet écosystème. Aujourd'hui aussi, vous êtes une des rares expertes donc de la recherche et l'innovation responsable, on le disait, on peut vous appeler les pionniers, à tel point que la Commission européenne aussi vous a sélectionné comme experte. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous faites pour la Commission européenne ? Alors j'ai fait partie d'un groupe d'évaluation
des politiques de recherche européennes sur la question de la recherche et de l'innovation responsable. Donc effectivement, c'est un statut d'expert et c'est aussi une position qui permet en fait de voir ce qui se passe à un niveau européen, mais même de se poser des questions sur ce qui se passe à un niveau international, parce que finalement, cette question de la recherche et de l'innovation responsable, c'est une question qui est mondiale, qui est globale. Déjà, c'est une question qui monte, que les gens se posent de plus en plus. La science, d'une manière générale, de toute façon, c'est globalisé. Donc c'est forcément international. Donc quand on parle de recherche et d'innovation responsable, ça passe très vite à un niveau international. Mais d'une manière générale, les instances internationales, donc la Commission européenne évidemment, mais aussi l'ONU, le World Economic Forum, c'est des questions qui aujourd'hui se posent quotidiennement. Le sens de l'innovation, de la recherche, où va la science, c'est des vraies questions qui se posent. Et donc ce rôle d'expert à la Commission européenne, ça a permis pour nous déjà d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se faisait à un niveau européen, ce qui est très intéressant, mais aussi d'inscrire notre travail dans une approche de politique publique, parce que c'est des sujets qu'on peut traiter au niveau industriel, qu'on peut traiter au niveau des instituts de recherche, au niveau de l'entrepreneuriat social, etc. Mais c'est aussi des sujets qui nécessitent une approche de politique publique et un vrai questionnement sur quel est notre positionnement aujourd'hui par rapport à la recherche et à ce qu'on en fait et où est-ce qu'elle se positionne dans la société en fait. Et donc vous voyez des lignes qui sont en train de bouger ? Oui, c'est long, comme souvent sur ces sujets, mais effectivement, c'est vraiment des choses... En fait, si moi je compare... il y a 5 ans quand on s'est lancé et que justement notre discours n'était même pas compris. Oui. Vous deviez vous expliquer à l'époque. Voilà, on devait vraiment expliquer de quoi on parlait et donner à voir en fait ces sujets-là. Si on compare cette situation-là il y a 5 ans à ce qui se fait aujourd'hui, les acteurs bougent, ont en tout cas envie de bouger et savent qu'ils sont quelque part obligés de bouger parce qu'on est poussé quelque part par les enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est un peu ce que je disais sur le gouffre qu'il y a entre une innovation un peu gadget et puis ces enjeux-là qui sont monstrueux. Et finalement, ça devient difficile de tenir les deux en même temps. On se sent obligé de devoir remettre l'innovation au service du bien commun. Alors, aux États-Unis aussi, on a reconnu votre travail. SoScience a été distingué il y a quelques mois par le prix Grinnell College Innovator for Social Justice. Vous avez gagné d'ailleurs $100,000. Vous avez aussi été distingué par Echoing Green. Du coup, ça vous fait quoi de recevoir ces prix ? Vous avez moins de 30 ans, vous avez lancé ça à peine il y a 5 ans. Vous disiez, il y a 5 ans, on vous prenait pour un ovni. Du coup, vous ressentez quoi quand on reconnaît votre travail, qu'on vous distingue ? Alors déjà, je suis ravie de voir que le sujet prend de l'importance. Parce que c'est pas... Enfin, évidemment, ça reconnaît notre travail, mais ça reconnaît aussi une situation, on va dire, plus générale. Recevoir ce genre de prix, ou en tout cas que ce genre de prix soit donné à SoScience, ça permet de dire... Oui, en tant qu'acteur majeur de l'entrepreneuriat social, de la justice sociale pour le Grinnell College, on reconnaît que ces questions scientifiques et techniques sont clés, sont cruciales. Et donc, effectivement, c'est une reconnaissance du travail mené et de ce qu'on a essayé de créer, mais c'est aussi une reconnaissance de la problématique. C'est que les acteurs se mobilisent pour dire il faut regarder ces choses-là et il faut aller vers ces choses-là et c'est bien qu'il y ait des acteurs qui y aillent. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Après, ce qui est intéressant avec les deux que vous avez cités, c'est que c'est des prix, effectivement, qui viennent des États-Unis. Alors, j'ai eu aussi la Ashoka Fellowship en 2018, qui est un prix plus international et qui, en l'occurrence, m'a été donné par Ashoka France. Donc là, c'est plus la France. Mais moi, ce que j'aimerais voir advenir, au-delà des prix, c'est des prises de position plus fortes du côté de la France et aussi de l'Europe sur ces sujets. Parce que, par exemple... Par qui ? Par quels acteurs ? Par des acteurs... Alors, c'est une bonne question. Je dirais... il faut que ce soit un peu tous les acteurs, mais aujourd'hui, peut-être des positions politiques un peu plus fortes, dans le sens où, si on regarde la France et son positionnement, on a une recherche scientifique excellente. On est très bien positionné mondialement. Et on est aussi un des premiers pays à avoir cette longue histoire de l'économie sociale et solidaire. Et donc, le croisement des deux, cette recherche et innovation responsable,
on devrait être un des pays pionniers à le porter, à investir dedans, évidemment, mais surtout à le porter comme une voie d'avenir, en fait, et à venir proposer un projet autour de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, on manque cruellement de projets inspirants, d'espoir, en fait. Et on pourrait tout à fait prendre une position en disant, voilà, nous, notre espoir, il est là, il est dans une science, une technologie, une innovation à laquelle on croit encore, mais qu'on veut rediriger vers des enjeux de société plus prégnants. Et je pense qu'il y a une vraie place à prendre là-dessus. Et est-ce que vous l'entendez, ce discours, par ailleurs ? Encore trop peu, je pense. Notamment parce que c'est assez difficile d'avoir un discours... Enfin, je crois que c'est assez difficile d'avoir un discours autour de la science et de la technique parce que c'est des choses... On a souvent l'impression que les citoyens en sont loin, finalement. Et donc, c'est difficile à porter publiquement des discours où on se dit le citoyen ne va pas forcément être intéressé par ces sujets-là. Et en fait, je pense que c'est une fausse peur parce que les citoyens, ils sont très très au courant des sciences et des techniques qui les entourent. Ils utilisent tous les jours leur smartphone, ils voient bien comment ça modifie leur vie. Et puis, il y a toute cette montée de réflexion autour... même sur des sujets qui peuvent parfois être presque fantasques, mais sur des questions de transhumanisme, d'intelligence artificielle qui va devenir dangereuse, etc. Et de santé aussi, c'est vrai. Et de santé, effectivement. Et ça monte dans le débat public et le discours public. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui autour de ça. Le fait que vous soyez aussi une femme dans un milieu en général très masculin, est-ce que ça vous aide ou pas ? Est-ce que le message, il passe mieux ou il passe plus fort ? Alors, je ne sais pas s'il passe mieux ou plus fort, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent, régulièrement, d'être en conférence face à un parterre finalement d'hommes. Exclusivement masculin. Exclusivement masculin. Et d'ailleurs, je suis aussi une femme jeune. Parce que finalement, vous l'avez dit, moins de 30 ans. Et aujourd'hui, quand je vais parler à des industriels sur des questions d'innovation assez dures, finalement, on est plus face à des profils d'hommes qui ont plutôt la cinquantaine. Et donc, c'est vrai que ça fait un véritable contraste. Est-ce que ça permet de faire passer le message mieux ou plus fort, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ça peut être une position intéressante pour faire entendre parler de ces sujets. Parce que, et les deux types de sujets, c'est-à-dire le sujet de la recherche et de l'innovation responsable, qui du coup, moi je profite de toutes les occasions où je suis invitée pour parler de mon travail d'entrepreneur en tant que femme, pour parler aussi de la science et de la recherche et de l'innovation responsable. Donc voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion, quand on m'invite à parler de recherche et d'innovation responsable, de parler de science, de parler d'entrepreneuriat et de parler aussi d'entrepreneuriat au féminin, qui est aussi un grand sujet. Et justement, quand vous vous retrouvez face à ces cadres qui ont plus de 50 ans et vous êtes en train de leur expliquer finalement quelque chose de complètement innovant et complètement disruptif quelque part, comment ça se passe ? Alors en général, ça se passe bien parce que j'y vais toujours avec beaucoup de... Je ne sais pas si le terme c'est humilité, mais... En fait, moi, j'y vais en partageant ce que j'ai vécu. Parce que finalement, la création de Socience, ça part d'une expérience réelle. Et puis ensuite, on a construit une expertise extrêmement forte. Et vous l'avez rappelé, on a gagné des prix. Je suis experte pour la Commission européenne. Donc, c'est pas uniquement disruptif et sympathique. C'est aussi basé sur des choses extrêmement solides. Et donc, moi, je suis intéressés et passionnés pour parler avec ces gens sur ces problématiques, qui sont des vraies problématiques, qui reconnaissent eux-mêmes, et pour avoir leur point de vue, finalement. Parce que quand je dis que j'y vais avec humilité, finalement, c'est des personnes qui ont 30 ans d'expérience dans une industrie particulière, et si les choses ne se sont pas faites comme nous, on les présente aujourd'hui, il y a des raisons. Et moi, j'ai envie de comprendre ces raisons. Parce que c'est des personnes, en général, très intelligentes. C'est des personnes très sensibles. Et donc, c'est intéressant d'aller vraiment fouiller pourquoi aujourd'hui les choses se passent comme ça et pas autrement. Et est-ce qu'on pourrait faire autre chose ? Et je pense que ces personnes-là, en fait... déjà reconnaissent que c'est basé sur une expérience, que c'est basé sur une expertise, tout ce que je dis, et puis que c'est aussi dit avec énormément de passion, et ils ont ensuite, eux aussi, envie de s'engager dans ces voies-là. Et puis ils voient bien que c'est des voies d'avenir. Donc finalement, ça se passe plutôt bien.
Tout converge. Alors, Mélanie Marcel, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview déclic et c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? Se poser peut-être un peu moins de questions et suivre ses instincts. Vous aviez peur de les suivre ? Je ne sais pas si j'avais peur de les suivre, mais souvent on se fait des plans finalement. C'est un peu des plans sur la comète. On se dit, voilà, je vais avancer comme ça, et puis dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en serai là. C'est finalement un peu ce que je m'étais dit peut-être avec la thèse. Je vais faire une thèse, je vais devenir chercheuse, etc. Et c'était assez clair où j'allais. Et bon, finalement, je ne suis pas du tout allée là. J'ai suivi mes instincts. Et en fait... j'ai parfois essayé de revenir dans le droit chemin en me disant, par exemple, mais je monte une start-up, donc il faut que je réfléchisse à une levée de fonds, etc. Voilà comment ça va se passer. Et en fait, il faut pas trop se mettre dans des cadres et dans des carcans préexistants. Il faut vraiment suivre ses instincts. Et en suivant ce qu'on sent au fond de soi, on va beaucoup plus vers des positions qui sont vraies et qui sont justes, en fait, je trouve. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ? Alors ça, je pense que je l'ai. J'ai beaucoup d'admiration pour un scientifique, ingénieur, qui a déposé énormément de brevets, qui s'appelle Jacques Le Winner. Et qui vraiment est un vrai mentor sur le projet de SoScience, mais en général aussi. Et c'est vraiment agréable de pouvoir échanger avec des esprits qui sont finalement des esprits brillants, mais qui ont une vraie connaissance aussi des enjeux socio-économique, parce que lui-même, il a monté et participé à énormément d'entreprises, et donc ça a été, et c'est toujours un très grand mentor pour moi. Il vous a inspiré sur la voie de l'entreprise, finalement ? Il aurait pu. Finalement, j'ai lancé mon entreprise avant qu'il ait eu ce rôle-là. Mais je pense qu'il en a inspiré beaucoup, parce qu'il donne des cours en école d'ingénieur. Il parle beaucoup de ses expériences entrepreneuriales. Et à mon avis, il en inspire plus d'un. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si... Si tout. On est formé par chacune de nos expériences. Je serais jamais devenue ce que je suis si j'avais pas eu mon expérience de vie au Japon, si j'avais pas créé SoScience, mais aussi, et ça c'est important, si j'avais pas été soutenue par des prix comme Eco & Green, comme Ashoka. Finalement, on l'a peut-être pas assez dit, mais ces soutiens-là au début de projet, à des projets entrepreneuriaux qui sont un peu fous, sont extrêmement importants, parce que pendant très longtemps, quand on monte son projet, qu'on y croit, mais qu'on se rend bien compte qu'il y a comme un discours qui passe pas, parce que ce qu'on fait, c'est tellement différent que peu de gens comprennent. En fait, avoir ces soutiens-là, c'est absolument clé pour se dire, mais en fait, ce que je fais, ça a du sens. Oui, finalement, je suis dans la bonne direction. Exactement. Je ne me trompe pas. Exactement. Et justement, lier science et impact social, c'est réellement venu avec le Japon, avec cette expérience, ou c'est quand même quelque chose qui était en vous ? Enfin, comment ça a germé, finalement, cette idée ? Alors, c'était ça, on peut dire que c'était en moi dans la mesure, par exemple, quand je vous disais que j'étais au Japon et que moi, ce que j'avais en tête, c'était l'idée de remplacer des bras par des bras robotiques contrôlés par la pensée. On est déjà sur une application, finalement, de bien commun. Donc, en fait, moi, quand j'ai voulu devenir scientifique, ça a toujours été la science pour répondre à la société. Après, comment est-ce qu'on le met réellement en action dans le monde ? Finalement, j'ai été obligée de lancer SoScience. Parce que vous ne l'avez pas trouvé. Ouais, exactement. Ouais. Votre plus bel échec ? Ah peut-être alors, c'est une bonne question, mais c'est peut-être de justement n'avoir pas fait une thèse et de n'être pas devenir chercheuse au service de la société, mais d'être passée par des voies détournées. Est-ce que c'est pas une forme d'échec ? Je ne sais pas. Une qualité essentielle pour entreprendre ? La ténacité, vraiment. En fait, c'est un marathon, l'entrepreneuriat, et il faut tenir sur le long terme, vraiment. Un conseil que vous donnez tout le temps ?
D'être sincère. Enfin, alors je sais pas si sincère, c'est un peu ça le mot, c'est-à-dire être vrai et authentique. Je pense que c'est vraiment essentiel dans les discussions, dans tout. Et puis ça permet aussi d'avoir des projets finalement qu'on va apprécier. S'il y a certains partenaires avec lesquels je ne peux pas travailler parce que pour une raison X ou Y, on n'a pas la même vision du monde, eh ben, c'est pas grave. Enfin, finalement, j'y vais avec toute ma sincérité. Et puis on travaille ensemble si on a envie de travailler ensemble. Et puis sinon, tant pis. Donc ça, c'est un conseil que je donne souvent. Enfin, que dites-vous à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment ? Moi, je dis souvent, lancez-vous. Faites-le. Alors, si vous ne savez pas comment, peut-être que c'est l'occasion de se poser, de prendre un temps, de se demander qu'est-ce que j'aurais envie de faire. Peut-être de se projeter à 6 mois, de se dire dans 6 mois, j'aimerais être où ? J'aimerais avoir fait quoi ? Et ensuite, il faut pas se poser non plus trop de questions. Il faut y aller. Il faut commencer par la première chose, c'est ce que je disais, suivre ses instincts. Et vraiment, c'est en faisant qu'on se rende compte si les choses ont du sens ou pas. Donc, il faut vraiment se lancer. Merci beaucoup, Mélanie Marcel. Où peut-on prendre des nouvelles de SoScience ? Alors, un peu partout. Sur notre site internet, on a une page Facebook, on a une page LinkedIn, on a un Twitter. Donc, et puis vous parlez beaucoup aussi. Oui. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'ailleurs, justement, de vous exprimer, de témoigner en tant que femme scientifique, femme entrepreneur, et puis tout simplement en tant que porteur d'un projet innovant. En fait, en tant que, effectivement, porteur d'un projet innovant, en tant aussi que citoyenne et presque être humain responsable, pour moi, c'est extrêmement important de porter la vision et de témoigner de cette vision et peut-être d'inspirer aussi certaines personnes, que ce soit à l'action ou que ce soit sur des réflexions, ne serait-ce que ça. Effectivement, je parle beaucoup en conférence et j'invite tout le monde à nous suivre pour voir ce qu'on dit. Et comment est-ce qu'on peut agir sur ces sujets. Oui, et puis tous les projets que vous dénichez, notamment sur votre site SoScience. Merci beaucoup en tout cas, Mélanie. Merci. Et bonne route à vous. Merci beaucoup. Ben voilà, super. Merci. Bon, ben voilà. Ça va ? C'était pas bien. trop théorique Non, pas du tout. Non. Et vous, ça va, vous n'avez pas été surprise Oui, ça a été. Je ne m'attendais pas aux questions de la fin, mais... Merci beaucoup de nous avoir écoutés avec Mélanie Marcel. J'attends vos commentaires sur iTunes, sur Twitter, et si vous avez une proposition d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucun épisode, à partager cette interview si vous l'avez aimée, et encore mieux, à nous noter 5 étoiles si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur notre compte Twitter pour toutes les infos, @ip_SoScience.